France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est votre magazine, le LGF, qui démarre maintenant jusque 18h avec parmi les dernières informations, sachez-le, vous qui sortez peut-être du travail ou vous êtes à l'instant connecté à votre radio, sachez qu'en matière de coronavirus, évidemment, on a tous les yeux braqués là-dessus. Eh bien, on a eu les dernières informations. La France a passé le cap des 200 contaminés. On est à 204 selon Santé publique. Et un quatrième mort du côté du Morbihan. Une personne de 92 ans est décédée. C'est ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, des chiffres qui vont certainement être de plus en plus à la hausse dans les quelques jours à venir, avec réquisition, c'est le terme employé, à la demande du président de la République, de masques pour tous les personnels de la santé, gratuitement bien sûr, et aussi aux personnes contaminées. Donc voilà, réquisition, c'est ce qu'on a appris cet après-midi. Voici le sommaire de cette émission de ce mardi 3 mars. Au sommaire de ce grand forum pour ce mardi 3 mars, au menu, élection municipale dans quelques minutes. Invitée Linda Brifrou, candidate à Créteil, qui a une histoire un peu particulière. Elle a été investie par Europe Écologie Les Verts. Cette investiture lui a été enlevée. Elle nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Christophe Tomry, fondateur du programme Réussite MLN, est un coach, formateur expert en dépassement de soi et propulseur de leaders dans le marketing de réseau, créateur du programme Réussite MLM, un programme de coaching en MLM et en développement personnel combiné. Il sera notre invité tout à l'heure à 17h dans les rendez-vous d'Anna. Soyez au rendez-vous. Et municipal 2020 encore, direction Marseille, Mohamed Ben Saada qui conduit la liste Unir, Rassemblement citoyen écologiste et solidaire du côté du 13e et 14e arrondissement de Marseille. Voilà qui nous emmènera tranquillement jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission quotidienne, votre magazine d'infos autrement. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est sur France Maghreb 2. Et c'est l'heure de notre premier invité sur France Maghreb 2. Élection municipale 2020, bien entendu, sur votre radio France Maghreb 2. Vous le savez, on est en plein dedans, c'est la campagne. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Avec nous pour commencer cette émission, Linda Brifrou, bonjour. Bonjour. Bonjour, il fallait que je me trompe, hein, ça va, après ça ira mieux. Candidate à Créteil. C'est ça. Alors, Linda, il faut qu'on se parle parce que il s'est passé des choses apparemment. Vous avez eu l'investiture de LV. Oui. C'est ça. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, elle est tombée très tardivement dans le contexte des élections. Elle est tombée le 11 février, ce qui est relativement tard. Oui, effectivement. Et d'autant que notre AG a été faite en octobre. Enfin, le 20 novembre, la dernière AG qui m'a donc désignée en tant que tête de liste. Oui. Malheureusement, pour des raisons administratives, donc les différentes instances se sont réunies que le 11 février, date à laquelle donc j'ai été officiellement investie. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous êtes officiellement investi. Alors, je reste investie dans le sens... C'est un peu compliqué. Oui, c'est pour ça qu'il faut nous expliquer. Oui, je vais vous expliquer. Alors, entre-temps, il y a eu... disons que la liste dissidente a fait un recours au conseil statutaire pour essayer... Le conseil statutaire qui met d'habitude plusieurs mois avant de statuer. Exactement, et que par ailleurs, nous avons nous-mêmes déjà saisi sans aucune réponse. Oui. Donc, ce conseil statutaire a décidé que je ne serai plus investie. Ce à quoi nous avons fait à la fois un recours vis-à-vis de ce conseil statutaire, d'abord en demandant que le conseil statutaire respecte les statuts, à savoir de nous informer qu'une saisine a été faite et de nous donner la possibilité de pouvoir y répondre dans un délai de 15 jours, ce qui est le règlement intérieur et les statuts. Et par ailleurs, nous avons nous-mêmes fait un recours au Conseil fédéral, lequel devrait suspendre la décision justement du Conseil statutaire. Donc aujourd'hui, en clair, pour qu'on comprenne bien. En clair, le logo nous est toujours imparti. D'accord. Nous continuons de plus belle la campagne. D'accord. Nous n'avons aucune inquiétude
quant à la décision du Conseil fédéral qui devrait surseoir à celle du Conseil statutaire. Et nous sommes en marche pour la victoire à Créteil. En marche pour la victoire et non pas en marche pour en marche. Pas du tout, pas en marche pour en marche. Voilà. On est bien plus rapide. Qu'on s'y prenne bien. Alors, Linda, présentez-vous un petit peu aux auditrices, auditeurs. Qui êtes-vous ? Oui, alors moi je suis d'abord universitaire, je suis géographe. Oui. J'ai choisi de dédicacer ma vie à la question de la pauvreté dans le monde. Donc je pars en mission très souvent. Je suis de surcroît spécialisée sur l'humanitaire. Je suis plutôt sur la partie... Je suis à la fois praticienne puisque je porte moi-même des missions, mais je suis aussi beaucoup sur la phase critique de l'humanitaire, de la géopolitique de l'humanitaire. Sur ce que, par exemple, nous importons comme projet dans les Suds, alors qu'il y a déjà des forces vives, etc. Et par ailleurs, je suis militante associative de longue date sur Créteil depuis plus d'une quinzaine d'années, où j'ai créé à la fois une ONG franco-indienne, mais aussi un collectif d'associations qui nous permet de mutualiser des actions et des formations. D'accord. Première candidature ? Non, moi je suis rentrée à ELV en 2013, j'ai donc, en tête de liste, oui, c'est la première fois. En tête de liste. Mais ELV, depuis 2014, depuis la mandature précédente, j'étais 5e sur la liste, et déjà j'avais apporté mon éclairage sur la situation locale et les propositions d'action. Alors c'est pas 50, c'est pas 40, c'est 100 propositions que vous faites pour la ville de Créteil. Ah oui, et même on a un peu triché à vrai dire, parce que certaines propositions ont des axes A, B, C, D, puisqu'en fait on en avait beaucoup plus. On est quand même une liste très dynamique, pour la plupart issus du monde associatif. Donc on a cette expérience de terrain, on avait des propositions. Ça manquait pas du tout. Et du coup, il a fallu réorganiser, essayer d'amoindrir. Mais on avait dépassé, je crois que dans le premier jet, on était à 200 propositions. Vous avez réduit un petit peu, quoi. On a beaucoup réduit, oui. Oui, évidemment. Alors évidemment, parmi ces 100 propositions, il y a beaucoup de propositions qui concernent l'environnement. Évidemment, oui, c'est d'abord une liste écologiste, même si l'écologie se renferme pas dans la pratique de faire pousser de l'herbe. L'écologie, c'est aussi une philosophie de vie qui fait la promotion de l'éducation et de la réussite éducative pour tous, la promotion de l'emploi, mais de l'emploi qui a une tendance dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, oui. Qu'est-ce que le Téléval ? Le Téléval, donc c'est la proposition qui est faite par le Val-de-Marne, donc le Conseil général. C'est en fait un mode de transport dit alternatif qui irait donc des villes limitrophes à Créteil et qui permettrait de désenclaver. En ce sens, on est plutôt partisans du désenclavement. Alors pourquoi vous y opposez ? Parce qu'en fait, finalement, cette alternative n'est pas si écologique qu'elle le prétend. Ne serait-ce de prime abord en pollution visuelle, certaines les œufs passeraient très proches des bâtiments. Et puis en ce que cette technologie va amoindrir la biodiversité, parce que ça va demander que les pylônes soient construits sur des zones agricoles, etc. Ouais. Alors, en matière de logement, que proposez-vous, Linda ? Alors la première chose, ce serait d'abord de permettre la non-inflation des prix, parce que Créteil est une ville extrêmement chère. Évidemment, on est moins cher qu'à Paris, mais on est quand même relativement cher dans le Val-de-Marne et dans, on va dire, la grande couronne parisienne. Donc ce serait de stopper cette inflation qui est due à plusieurs facteurs. On réduit, on arrête les logements sociaux, on continue ? Non, pas du tout, on continue. On a besoin de logements sociaux. Avec cette limite d'abord d'avoir une transparence dans l'attribution des logements sociaux, mais aussi, vous savez que la problématique qui n'est pas inhérente à Créteil d'ailleurs, on la retrouve un peu partout, Marseille et ailleurs, c'est que très souvent il y a des familles où la jeunesse est partie évidemment sur d'autres villes, etc., qui se retrouvent en tant que personnes âgées avec des F5, des F4, etc. Donc nous, on demande à ce que la ville, avec d'autres acteurs, puisque c'est pas qu'à la ville de le faire, de travailler justement sur on va dire ce listing de personnes qui voudraient repasser sur un logement plus petit, mais dans la condition de ne pas augmenter leur loyer, parce que c'est la tragédie actuelle. C'est-à-dire qu'une famille de personnes âgées avec 2 individus se retrouve dans un F5, et quand on leur propose d'aller dans un F3 qui est plus adapté, finalement ils doivent payer beaucoup plus cher. Donc vous comprenez que les familles n'ont pas envie de se déplacer. Oui, on comprend. Donc vous proposez en tout cas de continuer à essayer d'apporter un petit peu de justice dans ce domaine, voilà, pour ce qui est du logement. Alors je ne savais pas, mais il y a un incinérateur de prévu qui existe.
Un troisième incinérateur qui est prévu. Qui est prévu. Il y en a un dont, par exemple, à Ivry-sur-Seine, pour lequel d'ailleurs le ELV se mobilise. Hein, tout comme à Créteil. Tout comme à Créteil. Vous dites évidemment non. On n'en veut pas. On dit on n'en veut pas parce que déjà les deux incinérateurs sont en sous-effectif de des normes auxquelles on devait arriver, et d'autant plus que ce troisième incinérateur n'a pas vocation d'être, tout simplement. Et puis il va apporter énormément de déchets de villes limitrophes, donc Créteil deviendrait un petit peu la poubelle du Val-de-Marne. En matière de santé, vous avez donc un hôpital particulièrement connu, c'est Henri Mondor. Qu'est-ce que vous proposez pour justement que cet hôpital puisse continuer d'exister, peut-être de renforcer sa notoriété? Alors là, en termes de notoriété, je pense pas qu'on ait grand-chose à faire. C'est déjà un hôpital qui existe et qui parle de lui-même en termes de réussite, pour son service de cardiologie, etc. Je pense que, comme dans tout autre hôpital de France et de Navarre, la problématique, c'est quand même le désenclavement des urgences. Ouais. On voit très bien on a déjà d'ailleurs entendu parler très récemment d'un décès, malheureusement dans les urgences. C'est vraiment cette histoire d'être relais et peut-être de proposer... Est-ce que ce maire est-ce qu'il a ce pouvoir, le maire? Le maire en lui-même, non. Bah oui. Tout seul, non, évidemment. Bah oui. Mais c'est une politique plutôt dite nationale qui devrait quand même permettre à la fois d'être reçu dans les urgences de manière digne et responsable, hein, et puis à côté de désenclaver en créant des centres de soins alternatifs et ouverts avec une amplitude un peu plus large. En matière de transport, vous êtes plutôt bien loti à Créteil. Vous avez le métro, vous avez... Et avec l'arrivée du Grand Paris, oui. Le Grand Paris, alors est-ce qu'il va y avoir une nouvelle ligne de métro avec laquelle vous allez être concerné? Un débouché sur le quartier de... excusez-moi. Il y aura un débouché sur Créteil même, mais en matière de transport, on a toujours des choses à faire et à proposer, évidemment. Déjà, ne serait-ce que sur l'accès pour les personnes handicapées, à savoir que dans le métro à Créteil, qui arrive à Créteil, on a 3-4 lignes, 3-4 points d'entrée sur Créteil. Il n'y a que la dernière construction qui est donc Pointe du Lac, qui est quand même adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec un ascenseur qui descend directement. Ça, malheureusement, ce n'est pas propre à Créteil. C'est propre à l'ensemble du réseau. Hein. À l'ensemble du réseau, mais on peut y réfléchir. Il y a des solutions qui peuvent être abordées. Sur la question du transport, elle ne se limite pas au transport en commun. Elle peut aller aussi sur des initiatives plus intéressantes, comme par exemple le Pédibus qui existe à Rouen ou dans d'autres villes, le Vélobus. En fait, ce sont des transports alternatifs qui permettent à la fois aux familles de diminuer leur charge de responsabilité d'accompagnement à l'école, notamment pour les familles monoparentales, mais aussi de diminuer l'arrivée de véhicules privés aux abords des écoles, ce qui emmène une forte pollution auprès de nos petites têtes blondes et brunes. Si j'ai bien compris dans votre programme, dans ce que vous proposez pour les habitants de Créteil, qu'on appelle d'ailleurs des... Cristoliens et Cristoliennes. Des Cristoliens et Cristoliennes, c'est joli. Du village à la ville clé, c'est quoi? De scinder la ville en deux? Ah non, pas du tout. D'accord. Parce que Créteil s'est construite comme beaucoup d'autres villes sur les réserves d'un village. C'était un village aux abords de Paris, et puis qui aujourd'hui devient une ville, alors j'aurais la prétention de dire mondialisée, mais qui va jouer un rôle clé quand même dans le Grand Paris. C'est une ville très proche. Vous y êtes favorable au Grand Paris? Avec des limites, oui. Ouais. Mais oui. Les Jeux Olympiques, vous y êtes favorable? Non, du tout. Ouais. Jusqu'à présent, la démonstration a bien été faite que finalement, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que un peu plus de pollution et de cloisonnement de quartier. Linda Boifrou, quelle sera votre première action, la plus importante, que vous allez entamer dès le 22 mars si vous êtes élu maire de Créteil? Il faudra attendre quelques jours que le conseil municipal se réunisse. Oui. Mais quelle sera votre première grande action? La première grande action, c'est la démocratie participative. Oui, c'est dans votre programme. Redonner le pouvoir. Qu'entendez-vous par démocratie participative, Linda Boifrou? Eh bien, permettre à tout un chacun, chaque habitante de la ville, de pouvoir exercer son devoir. Oui, mais ça, de citoyen. Comment concrètement? Alors concrètement, il y a par exemple ce qui existe déjà, hein, les comités de quartier, les conseils citoyens qui ont été institutionnalisés il y a 2 ans à peu près. Les rendre un peu plus ouverts, d'être un peu moins dans on va dire un entrisme, toujours avec les mêmes personnes, etc. Et que ça donne vraiment l'occasion à tout un chacun de pouvoir s'y exprimer et de proposer des alternatives. Ouais. Alors au-delà de ça, on est aussi pour la votation citoyenne. Vous savez très bien que la problématique, c'est aussi le vote des étrangers.
Donc nous, par exemple, on propose qu'à chaque élection, un bureau annexe soit ouvert pour que ces personnes puissent aussi porter leur voix citoyenne et pouvoir s'exprimer, même si évidemment le vote ne comptera pas d'un point de vue formel, mais au moins donner cette possibilité à ces personnes de pouvoir s'exprimer, ce qui par ailleurs permet cette transmission de la citoyenneté des personnes primo-arrivants à leurs enfants. Quelle sera la relation que vous souhaitez mettre en place avec la communauté musulmane? Je sais que Créteil est doté d'une très belle mosquée. Tout à fait. Qui n'est pas si vieille que ça d'ailleurs. Et voilà, une très belle architecture. Je crois d'ailleurs qu'il y a un centre à côté, un centre... Oui, à l'intérieur même, un centre. À l'intérieur même, ouais, voilà. Ouais. Donc il y a une librairie, un hammam, un restaurant... Oui, allez-y, Linda. Alors, je veux juste bien comprendre la portée de la question, en fait. Bah, la question, elle est toute simple. Quelle sera la nature de vos relations avec la communauté musulmane? Elle sera la même, c'est-à-dire que les musulmans sont des habitants comme n'importe quelle communauté de Créteil. Donc elle sera la même, avec un rapport de bienveillance et d'équilibre et de justice pour toutes les communautés religieuses, ethniques et culturelles de la ville. Ouais. Alors, Linda, il y a un auditeur qui souhaite vous poser une question. Il habite Créteil. Oui. Hein, on va l'écouter. On va l'écouter pour sa question. Bonjour, Ami Momo. Ouais, bonjour Christophe, tu vas bien? Ça va. Bonjour madame l'ex-maire, je pense que c'est ça. Non, elle n'est pas ex-maire, elle n'est pas encore future maire. Enfin si, elle est future maire, justement. Peut-être, on l'espère pour elle. Maire, ouais, voilà. Maire. Alors moi j'ai une question à madame la maire, enchanté, je m'appelle Momo. Donc nous on a un problème de délinquance, madame, sur Créteil, de drogue. Qu'allez-vous faire avec ça? Avec le bruit, les jeunes toujours en bas des quartiers qui se tournent les pouces. C'est quoi vos actions par rapport à ça? Alors que Catala, depuis 50 ans, elle n'a rien fait. Je vous pose une vraie question. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour arrêter cette délinquance et c'est nuisible, le bruit, les jeunes qui restent dans les halls toute la journée à faire tout et n'importe quoi? On a bien compris, Momo. Ouais. Voilà. Alors, quelles sont vos solutions, chère Linda, pour justement tout ce que Momo décrit, les problèmes de délinquance, d'insécurité? Je pense que ça revient beaucoup auprès des gens que vous rencontrez sur le terrain, peut-être. Oui, mais ce sont plutôt disons-le clairement, des partisans de droite qui ont cette question qui revient généralement. Alors, s'il y avait une recette miracle, j'adorerais pouvoir la proposer. Ceci dit, quand on parle de démocratie participative, on parle aussi du fait de remettre les jeunes au cœur de l'action et de les rendre acteurs de la ville et par là même de leur permettre de passer à d'autres chemins, enfin sur d'autres chemins que ceux que vous avez, Monsieur Momo, présenté ici. Alors, sur ce que vous appelez le squattage de bas d'immeubles, il faut savoir... Ça existe, Linda. On n'a pas besoin d'être de droite pour le constater. Hein. Non, je dis absolument pas ça. Je disais que dans la rhétorique de rappeler les questions sécuritaires, c'est plutôt un discours de droite. Ceci dit, j'habite moi-même entre Montmélie, Abette, etc. Et là, je peux vous dire qu'à la Bête, on sait très bien quelles sont les problématiques, avec tout ce que ça peut entraîner d'annexes, c'est-à-dire la fermeture des commerces de proximité, etc. Ouais. Il faut savoir, et là, c'est la géographe un peu sociologue qui parle, c'est que, alors loin de moi de dédouaner ces personnes de leur responsabilité, mais quand un jeune s'adonne à ce type on va dire, de délinquance, c'est aussi que par ailleurs, il est en échec scolaire, que par ailleurs, il n'a pas d'emploi. Je dis pas que la solution, c'est aussi de leur créer un emploi à tous, mais peut-être les responsabiliser. Il faut savoir qu'à Créteil, il n'existe pas de club de jeunes. Il y en avait un dans la MJC Madeleine Ribériou qui a fermé. Donc on dit grosso modo aux jeunes, débrouillez-vous, soit vous tenez les murs, soit vous reprenez un chemin de civilisation, à savoir retourner à l'école ou trouver un job. Et il n'y a pas de solution alternative. Et moi, je pense que déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est remettre des médiateurs et médiatrices de rue, comme le fait un peu une association qui œuvre en ce sens, qui s'appelle le Pluriel 94. Et donc, recréer des liens avec... Parce qu'il y a une fraction qui s'est créée à la fois intergénérationnelle, interquartier, intercommunautaire, et puis recréer des liens. Et en créant des liens, en fait, tout simplement, c'est d'abord les rendre acteurs eux-mêmes de leur ville. Peut-être que ces jeunes, quelque part, ont l'impression qu'on les a oubliés dans la ville et qui ne sont plus, qui n'ont plus leur place. Oui, alors pour les trafics de drogue, parce qu'ils existent aussi chez vous. Bien sûr qu'ils existent, Il faut quoi? Renforcer les moyens de la police nationale, la police municipale qui doit jouer un rôle? Comment ça se passe pour vous? Alors oui, probablement. Redonner des moyens efficaces à la police municipale, les remettre au centre du quartier, comme ça existait auparavant, en tout cas dans ma jeunesse, et surtout créer des liens de médiation entre la police et ces jeunes, et ne pas être juste sur la phase répression, et notamment avec toutes ces phases de violence policière qui finalement montent encore plus cette mayonnaise de violence des deux parts. Mais pourtant, on a injecté énormément d'argent depuis des années pour la banlieue. Oui,
On se demande où il est parti d'ailleurs. On se le demande, oui, exactement. Concrètement, ça c'est le discours politique national d'avoir injecté beaucoup d'argent. Ouais. Dans les faits, moi qui suis issue du milieu associatif, je peux vous dire qu'on est à zéro. Dans les faits, quand on monte un projet en faveur des jeunes, effectivement, il y a des MJC qui en portent quelques-uns. Je pense à la MPT La Moine, qui au travers de la radio notamment, la musique, etc., essaye de dynamiser cette jeunesse. Mais par ailleurs, en tant que petite association, je ne me souviens pas avoir vu un seul appel à projet ou avoir eu des réponses dans le sens de financement potentiel sur des projets qui seraient adressés à cette jeunesse. Linda Boifrou, Oui. qu'entendez-vous par autonomisation de la jeunesse? Eh bien, effectivement, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, pourquoi je pose la question? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'autonomiser la jeunesse? Alors, à la fois, C'est de la laisser continuer à partir dans le mur ou c'est non, essayer mais de lui... pas du tout. C'est à la fois permettre un accompagnement, mais qui ne soit pas paternaliste ou maternaliste. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'idée de réouvrir les clubs de jeunesse, ce serait pas uniquement faire de la surveillance en étant là, en leur proposant forcément quelque chose de très balisé, etc. En leur disant, voilà, vous êtes acteur de votre devenir, vous avez besoin d'une logistique qu'on peut vous apporter en mettant à disposition des salles, des moyens, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous, pour pouvoir vous porter vers l'autonomisation? Vous proposez les fameux jardins partagés. Pour ce qui est de la cantine à l'école, dans les écoles, que proposez-vous? Est-ce que vous êtes de ceux qui êtes démagogues en disant il faut la cantine gratuite ou comment ça se passe? Pourquoi ce serait être démagogue que d'estimer que la cantine pourrait être gratuite? Parce que beaucoup m'ont dit que c'était pas possible, donc voilà. Écoutez, déjà sur la question des tarifs divers de la cantine, il y a un problème de plafonnement, etc., qu'il faudrait peut-être mettre à plat et stabiliser. Oui, mais la cantine gratuite pour tous, c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible? Je sais pas, moi, c'est à vous de me dire. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais c'est pas une alternative. C'est pas une proposition qu'on porte, mais je suis pas de fait contre cette proposition. Ceci dit, je reviens sur la cantine et ce qui est essentiel à la cantine, c'est-à-dire la qualité alimentaire. Le bio évidemment. Pas seulement le bio, oui, le bio et l'alternative végétarienne que nous appuyons fortement. Depuis le 1er novembre, on a un jour dans la semaine qui propose cette alternative. Nous, on est pour une alternative toute la semaine, sur les 5 jours. Tout simplement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir, s'il le veut ou pas, avoir un repas carné. Et puis, en termes de qualité, en termes d'environnement, en termes de transport, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup moins cher. Donc, cantine bio, on est d'accord. Bio, en tout cas, augmenter le quota actuel. Et il faut vraiment améliorer la qualité de ce que l'on mange dans les cantines parce que c'est une catastrophe. Dans toutes les collectivités, oui, parce qu'il y a absolument la cantine aussi des mairies, la cantine, toute collectivité qui gère l'alimentaire devrait évidemment, c'est quand même le cœur de la transition écologique. Alors, Linda, en matière d'économie, que proposez-vous pour essayer de développer de plus en plus d'entreprises et surtout de garder les habitants de Créteil sur votre territoire, qui, je le rappelle, quand même, Créteil est de la 2e ville du Val-de-Marne en nombre d'habitants et capitale du département, s'il vous plaît. C'est pas rien quand même. C'est absolument pas rien et on peut pas dire qu'il y a une fuite des cerveaux à Créteil. Il y a quand même énormément d'emplois locaux. Alors nous, la première mesure en termes d'économie, c'est d'abord créer une maison de l'économie, qui ressemblerait peut-être un peu à ce qu'on appelle la maison des métiers et qui permettrait à la fois aux porteurs, aux entrepreneurs de trouver sur cette plateforme à la fois des lieux pour lancer leurs projets, des conseils et aussi centraliser les opportunités de financement. Cette maison de l'économie et du professionnel pourrait aussi être un tremplin pour toute cette jeunesse en manque de stage et en discrimination, on va dire, de stage pour être clair, et pour pouvoir faire ce lien de passerelle entre le déterminisme social, c'est-à-dire je suis fils de garagiste, je vais être garagiste, je suis fils ou fille de médecin, je pourrais être je pourrais être médecin etc. Donc on a vraiment cette conception-là d'accompagnement de l'entrepreneuriat, avec évidemment un appui un peu plus fort de notre part pour tout ce qui relève du champ de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et puis, d'autres mesures seraient de dynamiser les galeries commerçantes de Créteil, qui sont quand même un levier économique et qui sont malheureusement sous l'impulsion de la concurrence, je dirais quand même assez violente du centre commercial régional, qui malheureusement se décline
et qui pourraient être à la fois des lieux de création d'emplois, mais aussi de vivre ensemble. Parce qu'on sait très bien que c'est à la boulangerie du coin qu'on discute avec le voisin et pas dans des galeries marchandes de l'hyperconsumérisme. Kamel de Montreuil a une question pour vous, Linda. Allez-y, Kamel. Kamel. Oui, bonjour. À vous entendre, on a envie de voter pour vous. Mais malheureusement, j'habite plus à Créteil. J'habite dans le quartier de la Pointe du Lac. À la Pointe du Lac, ouais. J'habitais pas loin dans les nouveaux logements face aux entreprises, là. Ouais. Pas loin du lac, là. Je sais pas si vous me situez. J'ai une question. Avez-vous fait le bilan de l'ancienne mairie, en fait? De l'ancien maire, en fait. Bah, qui est toujours en poste. Qui est toujours en poste, oui, ouais. Pour préparer vos élections. Avez-vous recueilli les doléances des habitants de la ville? Bah, j'imagine, elle est en campagne, hein. Que comptez-vous faire pour désengorger le quartier du centre commercial, les soirées et week-ends où on n'arrive pas à circuler? Quand on veut rejoindre les autres quartiers de Créteil, ouais. Et qu'on sort de l'autoroute au centre commercial pour désengorger la situation, là où on se retrouve à attendre des 20 minutes, une demi-heure. A priori, c'est pas une question qui est quand même par hasard, mon cher Kamel. Tu dois revenir de temps en temps à Créteil-Soleil et t'as envie de pouvoir y sortir tranquillement, j'ai l'impression. Bon, merci Kamel pour ta question. Que comptez-vous faire pour désengorger la partie centre commercial? C'est vrai que vous êtes loti d'un grand centre commercial à Créteil. Je crois que c'est le deuxième le plus grand île de France. Si je ne m'abuse. Oui, la deuxième d'Île-de-France, effectivement. Alors, moi, je rappelle quand même qu'en 2014, ce qui nous a causé une dissidence avec la mairie actuelle, ouais. C'est quand même l'agrandissement de ce fameux centre commercial. Vous n'y étiez pas favorable? Pas du tout. Et toujours pas. Toujours pas. Même si ça peut rendre service aux gens, de pouvoir aller dans un seul et unique endroit pour pouvoir faire toutes leurs courses. Oui, mais c'est aussi synonyme de la mort des commerces de proximité. C'est aussi synonyme de la perte de liens sociaux. C'est tout ce qui nous dérange. C'est pas le fait de faciliter la vie des gens qui nous dérange, bien au contraire. Oui. Et donc, alors vos solutions, Linda. Alors, on n'a pas de solution puisque nous, on était complètement contre. Alors, désengorger le flux autour du centre commercial. Ce serait peut-être sur des itinéraires, baliser des itinéraires avec des sens interdits, etc. Ouais. Mais on est tous victimes de ce choix urbain. Alors, dernière question, Linda. Oui. Comme tous les candidats qui passent ici tous les jours dans cette émission, vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants de Créteil et leur dire pourquoi il faut le 15 mars prochain, c'est-à-dire très bientôt, voter pour Linda Bouyfrou à Créteil. À vous de jouer. Merci. Alors, je suis porteuse d'une voix nouvelle, hein, à la fois, c'est le slogan en fait de notre liste, osant la transition laquelle sous-entend à la fois d'abord la transition écologique, mais aussi toute autre forme de transition sociale, démocratique justement, et surtout, et aussi la transition de genre, puisque la gouvernance de Créteil, plus de 40 ans à la faveur d'un homme, je suis fière et honorée d'être l'une des rares candidates femmes. Nous sommes 2 sur Créteil, mais plus encore, ce qui est important, c'est que nous portons un projet très proche des habitants. C'est 15 ans de terrain, 15 ans de pratiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir dressé ce bilan à la fois sur ce qui ne va pas, ce qui va et ce que nous pouvons améliorer, qui est le plus proche des habitants, mais qui est aussi au cœur de l'écologie. Pourquoi l'écologie? Pourquoi avoir choisi cette liste et pourquoi vous devrez voter pour nous? Tout simplement parce que l'écologie est l'urgence actuelle. Merci beaucoup Linda Bouyfrou et bonne chance pour cette élection pour le 15 et 22 mars prochain. Vous pensez que vous serez au second tour? Oui, alors avec certitude. Ah oui, certitude. Et vous ferez des alliances? On y réfléchira en temps voulu, mais probablement oui, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Linda, bonne chance, à bientôt. Merci. Dans un instant, les rendez-vous d'Anna. Oui, quoi? Osons la transition. Allez, osons. Merci beaucoup. Ça me rappelle un slogan, mais il y a très longtemps, osons. Dans un instant, les rendez-vous d'Anna, et nous repartirons pour les municipales du côté de Marseille, tiens, aussi pour une liste écologiste, dans le 13e et 14e. Et voilà, à tout de suite. Anna Guézard-Boicaz avec nous sur France Maghreb 2 pour les rendez-vous d'Anna. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs.
Alors, présente-nous ton invité aujourd'hui venu exceptionnellement du Luxembourg. Absolument. Christophe Tamri, fondateur du programme Réussite MLM, est un coach formateur expert en dépassement de soi et propulseur de leaders dans le marketing de réseau. Créateur du programme Réussite MLM, un programme de coaching en MLM et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bonjour Christophe. Merci. Bonjour Anna. Bonjour Christophe aussi. Tout un programme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, c'est un plaisir. Alors, Christophe, tu étais trapéziste volant professionnel avant de devenir coach en développement personnel. Comment as-tu fait ce saut? J'adore. Ce saut périlleux, tu veux dire? En fait, très simple. Il y a un moment donné, effectivement, où je me suis posé des questions, puisque je me voyais pas à la retraite ou je dirais à un certain âge, je me voyais plus sur un trapèze volant, ça faisait tâche. C'était trop dangereux. Trop de risques, trop de dangers. J'ai des amis qui sont tombés paralysés, donc il y a un moment donné, il fallait absolument que je trouve une solution pour changer de carrière. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aller encore plus haut que ça? Je vais devenir chef d'entreprise, pourquoi pas? J'étais déjà devant 2500 personnes tous les jours, à me remettre en question tous les jours avec la peur. Et là, je me suis dit, allez, on se lance. Et voilà, je me suis devenu chef d'entreprise. Et puis ensuite, j'ai changé de carrière. Alors Christophe, qu'est-ce que c'est que le MLM et qui fait appel à tes services? Alors en fait c'est ça justement, c'est que le marketing de réseau ça a été une révélation puisque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et j'ai découvert que c'est merveilleux d'être entrepreneur, mais en même temps je me suis surpris de toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir derrière et je rêvais de trouver un modèle d'affaires simple, facile, accessible à tous et qui permettait de surtout pouvoir être léger. Parce que je trouve que la légèreté dans les affaires, c'est essentiel. Et j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau par hasard en coachant quelqu'un qui m'a fait venir dans un salon de coiffure. Et j'ai découvert une présentation de cette industrie, cette profession, j'ai eu un coup de cœur. Je suis tombé amoureux parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait devenir une personne libre dans sa vie, prendre sa vie en main, pouvoir voyager où je veux, travailler quand je veux et avec qui je veux. Et j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Tu as de la chance, j'ai envie de dire. Alors Christophe, tu donnes des conférences à travers le monde et tu es très sollicité au Maghreb, au Grand Maghreb. C'est ça. Je sais que tu as été plusieurs fois en Algérie. Exact. Par exemple. Quelles sont les attentes là-bas? En fait, en Algérie, ce qui est génial, c'est qu'il y a une dynamique extraordinaire dans cette industrie parce que c'est une manière de se rendre autonome, de se rendre libre. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes en Algérie ont tout à fait compris que c'était une solution exceptionnelle pour elles de pouvoir s'assurer une véritable sécurité pour l'avenir. Et l'attente qui est forte là-bas, c'est surtout d'accéder, on va dire, à toutes ces méthodes modernes, actuelles, ou toutes ces méthodes qui sont en train d'évoluer dans le monde, en voulant rester dans le coup, en voulant rester vraiment. Mais est-ce que c'est facile d'appliquer ces méthodes Alors, les méthodes sont universelles. La seule chose, des fois, c'est peut-être qu'il peut y avoir des contraintes par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Oui. Et puis, les coûts des sociétés restent quand même les mêmes partout sur la planète. Donc, malgré tout, en Algérie, ça demande quand même un certain engagement, une certaine volonté de donner vraiment du temps et de l'énergie à cette activité pour pouvoir en profiter. Mais ce qui est certain, c'est que la porte est ouverte à tous, quoi. Tout le monde peut vraiment bien gagner sa vie et tout le monde peut vraiment en Algérie se construire une véritable liberté financière et professionnelle, quoi, en dépendant de personne. Christophe, un coach en développement personnel est censé transmettre l'espoir, en gros c'est des ondes positives, le dépassement de soi, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tout le temps, vous les coachs, de bonne humeur? Est-ce que ça vous arrive aussi de douter de vous? Bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans une seule journée, tout individu sur cette terre va naviguer de différentes émotions. Dans une journée. Ouais. On peut passer de la joie à de la tristesse, de la motivation à du doute. On va passer par tout ça. Et en fait, la question, c'est non pas d'être ultra positif. Et je suis pas là pour motiver les gens, bien au contraire. Je suis là plutôt pour les aider à devenir constructifs. C'est-à-dire à savoir utiliser ce qui leur arrive dans la vie et à gérer leurs émotions d'une manière efficace. Parce que il y a bien une chose que je dis tout le temps, c'est que le succès dans nos vies, et la qualité de nos vies aussi en dépend, c'est pas au nombre de fois où on a des émotions négatives, c'est au nombre de temps où on va y rester. Et donc je suis comme tout le monde, je suis pas un robot, j'ai des émotions comme toujours. La seule chose que je fais et je pratique le plus, c'est de sortir le plus vite possible. Si j'avais une chose à dire, et qui pour moi me semble la chose la plus importante, c'est qu'en tant qu'être humain, l'exercice que l'on a pour toute notre vie,
qui devrait être notre exercice quotidien, c'est d'apprendre à changer nos perspectives de vie. C'est-à-dire changer nos perceptions des choses. Quand on voit le verre à moitié plein, ça nous met dans un bas émotionnel. Mais on sait très bien que on peut voir quelque chose comme la fin de quelque chose ou comme le début de quelque chose. Donc il faut changer ses perspectives pour voir toujours les choses de manière constructive et avancée. Est-ce que toi-même tu fais appel au service d'un coach Oui, je me coach tout le temps. Je me fais coacher, j'investis énormément en moi. D'ailleurs, je crois que c'est la base des bases de toute réussite, c'est d'investir d'abord en soi, parce que plus on devient de valeur pour soi, plus on devient de valeur pour les autres. Et comme je dis souvent, l'argent découle de la capacité à donner plus de valeur aux autres et encore plus à aider les autres à sortir de leurs problèmes. Si tu sais répondre à ça, t'as gagné. Mais par exemple, tu suis quel coach? Est-ce que tu suis des coachs français ou des coachs de renommée internationale comme des Anthony Robbins? Par exemple, j'ai déjà booké... Que j'aime beaucoup, hein. Écoute, j'ai booké 5 jours avec Anthony Robbins au mois de juin à Amsterdam pour le Business Mastery. Donc pour dire que on investit gros puisqu'on y va à 3 et c'est pas des petits séminaires, hein, c'est des gros budgets. Je vais aux États-Unis aussi me former avec des Eric Worre. Je vais me former avec des coachs spécialisés dans la partie que j'ai besoin. Par exemple, on a besoin de maîtriser, nous, par exemple, l'art de faire connaître nos formations sur Internet. Eh bien, on fait appel à des coachs spécialisés dans ce domaine. Voilà, donc constamment. Mais je t'avouerai que j'ai aussi un coach même pour la partie sportive. Hein. Alors, Christophe, on va revenir un petit peu à l'Algérie et la France, et la différence entre ces deux. Enfin, l'Algérie et la France, le Maghreb et la France, puisqu'on est sur France Maghreb 2. On sait que le développement personnel dépend de la personnalité, du vécu, du besoin de chacun. C'est très spécifique. Mais est-ce que vous remarquez les mêmes failles ou besoins dans chaque société, par exemple en Occident et au Grand Maghreb? Alors, c'est super parce que nous, on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes, et entre autres, moi, je travaille beaucoup entre Maroc, Tunisie, Algérie. Et puis je travaille aussi beaucoup dans d'autres pays, et je me rends compte que, je pense qu'on le sait tous, l'humain reste l'humain. Oui. On a tous les mêmes besoins au final. On a besoin effectivement de se sentir aimé, ça c'est fondamental. On a besoin de se sentir à la hauteur quand on se lance dans des projets. Mais en réalité, on vit tous les mêmes couleurs d'émotions. Les émotions sont les mêmes chez tout le monde. Et que l'on ait 5 ans ou que l'on ait 30 ans, 50 ans, 60 ans, chacun vit des émotions à son niveau. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Moi, je suis convaincu que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos émotions de chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Justement, on va profiter de ta présence, Christophe Tamri, pour avoir quelques conseils. Avec plaisir. Comment transformer l'échec en progrès et en sortir victorieux? Alors déjà, il y a quelque chose de très important. C'est intéressant. Sois attentif, Christophe, hein. J'écoute. Voilà. Oui. Mais déjà, on prend note. C'est très important parce que beaucoup ont ce sentiment de se sentir submergés quand ils vivent des échecs. Et la question, c'est toujours de se rappeler, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est un échec qui va être temporaire, ou est-ce que ça va être infini? Est-ce que ça va être durable ou est-ce que ça va être temporaire? Les échecs sont que des détours. Des feedbacks. C'est que des petits détours temporaires qui nous écartent du chemin, mais qui nous apprennent surtout des choses. Et en fait, encore une fois, on en revient à ce que je venais de dire juste avant. C'est une histoire de perspective. C'est une histoire de perception des choses. Est-ce que je le vois comme un échec et ça me touche et je m'associe, et le pire, c'est que je puisse m'associer à cet échec. Parce que combien de gens, par exemple, se sont retrouvés à perdre beaucoup d'argent, par exemple, et se sont ressentis dans la peau de quelqu'un de pauvre. Mais on peut tout à fait perdre tout son argent et rester un homme riche dans sa tête. Absolument. Si on s'associe pas à cette idée. C'est que c'est juste des détours temporaires, un échec. Est-ce que c'est facile d'appliquer ça? Oui, parce que la clé, en fait, elle se joue dans une seule chose. On dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et les coachs, ils viennent avec de belles phrases. On aimerait bien, mais c'est pas le monde de oui non plus. On n'est pas à Disney. Mais Anna, j'adore, tu as raison, parce que moi, je suis pas un homme je ne suis pas là pour donner des philosophies. Moi, j'aime des méthodes. J'ai des méthodes de transformation, pas des philosophies de transformation. La réalité, c'est que pour arriver à changer ça, c'est juste changer ce sur quoi je me concentre. Puisque tout ce sur quoi je me concentre va s'amplifier, eh bien le secret, étant donné que je sais que ce qui va faire la qualité de ma vie ou la qualité de mon succès va dépendre du nombre de temps où je vais rester dans mes émotions, eh bien la question, c'est comment je peux faire pour basculer, changer d'émotion. Le secret, c'est changer tout de suite sa physiologie.
Parce que qu'est-ce qui crée tes émotions ? C'est la façon dont tu bouges avec ton corps. Ça veut dire que quelqu'un qui se sent triste ou quelqu'un qui est dans l'échec, tu verras que sa physiologie est rabaissée, il sera les yeux vers le bas, avec une petite respiration. Et qu'est-ce qu'il va associer en général ? Des mots qui vont représenter ce qu'il vient de vivre. En disant, c'est la galère, j'en peux plus, je me sens dépassé. Et tout ça, qu'est-ce que ça crée ? Des émotions qui le poussent vers le bas. Et qu'est-ce que fait une émotion négative ? Eh ben, elle va en amener une autre. Et une autre, et une autre, et une autre. Donc le secret, c'est de changer son focus. Sur quoi je suis en train de me concentrer ? Et la clé, le secret du secret, c'est l'art de se poser des questions. Je me pose des milliers de questions. On a 60 000 pensées dans une journée. On prend 30 000 décisions dans une journée. Le secret, c'est d'avoir la capacité à se poser les bonnes questions pour prendre du recul et changer le focus pour aller dans la bonne direction. Et je sais quelles sont les bonnes questions. J'aimerais rebondir justement sur ça et parler de la méthode Smart. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que apparemment, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que la méthode Smarter, c'est une méthode ou Smart, comme on peut l'appeler, qui permet de fixer des objectifs dans la vie. Et c'est vrai que la base des bases, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut. Parce que comme je dis souvent, dans la vie, on ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Donc si on ne sait pas ce qu'on cherche, on risque pas de trouver. Donc la question, c'est vraiment de savoir déjà, avant tout, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Mais ensuite, si j'avais une chose qui pourrait aider tout le monde en un claquement de doigts, parce que le Smarter, c'est spécifique, il faut que ce soit mesurable, atteignable, réaliste, on est d'accord, temporel, qu'il y ait une durée. Il faut toujours qu'il y ait une action avec une butée de temps, c'est-à-dire une date où on veut le voir obtenir. Mais le secret des secrets, et on en parle souvent très peu, c'est que les gens se fixent trop d'objectifs qui sont souvent trop inatteignables, et le secret des secrets, c'est de se sentir bien. En fait, tu dois être capable de visualiser ou de voir ton objectif avec un sentiment de bien-être. En général, les gens qui ne se sentent pas bien, c'est qu'en réalité, c'est trop haut pour eux. C'est inatteignable. Soit ils le vibrent pas, soit ils le ressentent pas, ou soit c'est trop petit. Il faut trouver le bon équilibre. Il faut ce qu'on appelle le sweet spot, le point idéal. Il faut que ce soit atteignable, mais en même temps excitant. Les deux. Est-ce que quand je t'entends parler, Christophe Tamri, je me dis, il y a de la psychologie aussi. Est-ce que tu m'as volé ma question. Est-ce que vous avez volé, si tu me permets le mot, le métier de psychologue? Est-ce que vous leur volez leur métier? Non, parce que moi déjà d'abord j'aide des gens surtout à réussir dans le monde du marketing de réseau. Mais en réalité, ce qui est intéressant, pour réussir dans le business, il faut être psychologue. En réalité, non, il y a deux choses. C'est extrêmement important de l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur est asphyxié? Ou qu'est-ce qui fait qu'un parent est asphyxié par rapport à son rôle de père ou de mère? C'est souvent parce qu'on manque soit de compétences sur son rôle. Donc si je veux apprendre un métier, il faut que je me forme sur les compétences de ce métier. Et la deuxième chose qui fait que ça asphyxie les gens, c'est un manque de psychologie. Donc tu peux pas réussir si tu n'as qu'une équation. Il faut les deux. La psychologie et les compétences associées. Mais bizarrement, on fait croire souvent à l'être humain qu'il lui faut d'abord la psychologie. Mais si moi je te forme aujourd'hui à développer un mental de gagnant et que je te dis si t'as pas le permis et que tu sais pas conduire et que je te file une Ferrari et je te dis tiens Anna, dans 2 minutes là, ça y est, je t'ai préparé mentalement, t'es prête, on y va, tu vas te jeter sur l'autoroute. T'y vas ou t'y vas pas? Non, t'iras pas. Parce que tu sais pas conduire. Moi j'y vais. Non, t'iras pas. Parce que tu sais. Moi aussi j'y vais, surtout une Ferrari, j'y vais. Non, mais vous avez oublié un truc, les amis. Non, vous n'irez pas parce que vous savez même pas passer la première. Vous savez pas conduire, vous n'avez jamais si vous n'avez pas appris à conduire. C'est une boîte auto. Positive. Je dirais que j'aurais appris à conduire dans une Ferrari. Ok, si je te prépare psychologiquement, tu me fais un couscous là tout de suite. Si tu sais pas dans quel ordre on met les ingrédients, là tout de suite. Non. Hein. Bon, bah alors la voiture c'est pareil. Je vous en supplie. La clé, et c'est une erreur qu'on entend depuis des années. On te dit il faut que tu aies 80% de psychologie et 20% de comment. C'est faux. Il faut d'abord comment à l'époque, pour développer ta psychologie. Avant les années 70, il me semble, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, avant l'apparition des coachs en 70, il y avait que les psychologues. Est-ce que toi, Christophe Tamri, étant coach, tu considères qu'aujourd'hui vous êtes venu combler le vide? Alors, ou parce que la méthode des psychologues contenait une faille peut-être? Non, pas du tout. C'est très intéressant que tu dises ça parce que très peu font le distinguo. En fait, la psychologie traite les gens qui sont constamment avec des questions qui sont liées à pourquoi je vis ça, pourquoi j'en suis là, tous ceux qui sont dans leur passé. Parce que quand tu te poses des questions avec des pourquoi, tu vis que dans ton passé. Mais la question qu'un coach doit toujours se poser avant de coacher quelqu'un, c'est est-ce que la personne que je vais coacher est déjà orientée solution?
Parce que quand tu es déjà prêt à chercher à avancer dans ta vie, un coach peut t'aider. Mais un coach ne pourra jamais aider quelqu'un qui est encore embourbé avec son passé. C'est les psychologues qui gèrent ça. Un psy, lui, il va t'aider à remonter à zéro. Il va partir en arrière et va te remonter à zéro pour qu'après, tu puisses passer dans les mains d'un coach qui, lui, va t'aider de ce point zéro à aller vers. Donc vers vous êtes complémentaires. Hein. C'est ce qu'on peut conseiller aux auditeurs. Oh oui, les psychologues sont importants aussi, bien sûr. Encore une fois. Des fois, ils sont un peu longs. Vous êtes plus efficace que les psychologues? Non, c'est pas ça. Je pense pas qu'il y a pas de plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes révolutionnaires aujourd'hui au niveau psychologique qui permettent d'aller beaucoup plus vite. La différence entre les coachs et les psychologues, c'est que les psychologues, ils nous écoutent parler alors que vous nous parlez. Non, bien au contraire. Un coach, il pose des questions. Il faut bien faire le distinguo entre un coach et un formateur. Moi, quand je suis sur une scène, c'est moi qui parle. Là, je suis formateur. Mais quand je coach quelqu'un d'individuel, je lui pose des questions. Parce que c'est à lui de trouver ses réponses. Alors, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. D'accord. Et que beaucoup de gens se posent, de personnes se posent. Quelle est la clé de la réussite? Ah, j'adore. Tu veux que je te dise en quelques mots la clé de la réussite? Oui. Oh, c'est simple, hein, tu sais. C'est déjà il faut que tu définisses clairement ce que tu veux. D'accord. Ensuite, 2, il faut absolument que tu conduire une Ferrari. Non, pas spécialement. Il faut que tu y crois profondément. Mais par contre, s'il y a bien une chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut surtout persévérer et être constant. Point barre. Travailler. Le travail amène le succès. À partir du moment où tu es capable de tirer des leçons de tes actions et que tu es prêt à être suffisamment souple avec toi-même pour modifier tes actions et que tu es persévérant et constant, c'est voué à la réussite. Je vais te dire un truc. Aux États-Unis, et Anthony Robbins dit souvent quelque chose que j'adore. Il dit que la réussite se joue en 4 points. 1, avoir un objectif clair. 2, passer à l'action massivement derrière. 3, auto-évaluer ses actions, parce que si tu vas dans la mauvaise direction, tu risques de perdre beaucoup de temps. Donc les regarder en face, voir est-ce que ce que j'ai fait cette semaine me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'écarte. Et 4, réajuster tes trajectoires. C'est tout. Un peu comme une fusée, tu vois. Une fusée, avant qu'elle arrive à l'orbite, 80% de son parcours, elle cherche l'orbite. Ouais. C'est les 20 derniers pourcents, mais c'est parce qu'elle cherche et qu'elle se réadapte et qu'on réajuste la trajectoire qu'elle trouve. Et c'est pareil pour nous. C'est magnifique. Christophe, tu proposes tout un programme de coaching d'entreprise. Hein. Tu donnes même des conférences à distance. Oui, tout à fait. Et il consiste à quoi ce programme? Et en fait, qui il s'adresse? Alors, il s'adresse uniquement et exclusivement aux marketeurs de réseau. D'accord. C'est un métier tellement merveilleux. Les marketeurs de réseau sont en train de changer la face du monde. Sur la planète, on voit des millions et des millions de personnes aujourd'hui s'impliquer dans cette profession qui est juste magnifique. Mais ce qui est magnifique, c'est que cette profession, elle te donne la possibilité de réussir à une seule condition. C'est que tu deviennes la plus belle version authentique de qui tu es. Et donc, si tu deviens la plus belle version de toi, si tu apprends à devenir beaucoup plus constructif dans ta vie, si tu es plus responsable de ta vie, bah t'améliores le monde. Et donc, c'est pour ça que je participe à cette mission de vie, j'ai envie de dire. Et comment as-tu pu influencer la vie de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples de ces stories, histoire de nous faire rêver? Oui, bien sûr. Par exemple, souvent, je me rends compte que les gens que j'accompagne, il y a toujours une phase d'incubation, parce que l'information qu'ils reçoivent, souvent, des fois, c'est des prises de conscience d'abord, et c'est 50% du boulot. Quand tu sais que tu as fait prendre une conscience à quelqu'un, c'est 50% de sa modification qui est faite. Et ensuite, après, il y a un travail de sa part, c'est d'appliquer des processus. Et dès que tu mets les processus en place, tu te retrouves confronté à une réalité. Et cette réalité te pousse à travailler sur toi dans ta psychologie. Et aujourd'hui, je vois souvent des gens, après 7-8 mois d'accompagnement, ça met un peu de temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais après 7-8 mois, par exemple, j'ai des personnes qui ont soit littéralement changé leur vie au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur emploi de salarié et sont devenus enfin libres avec leur industrie. Et puis j'en ai certains qui ont dépassé les 5 chiffres en même pas un an. Donc je me dis, waouh, la classe. C'est plutôt pas mal. Christophe, on termine l'émission, on suit Monsieur Tamri. Hein. Ah oui, carrément, ouais. Alors, on a 2 Christophe ici au studio, remarque. Oui, c'est vrai. Alors, Christophe Tamri, que réponds-tu à ceux qui disent que le MLM, c'est de la manipulation et que vous faites une formation en manipulation, finalement? Non, en fait, le MLM, c'est simplement une méconnaissance que la plupart ont. En fait, j'ai envie de dire, dans la vie, s'il y a bien une chose auquel il faut absolument se référer, il n'y en a qu'une. C'est de l'information que j'ai mesurée par moi-même, observable par moi-même, pas du bouche à oreille, parce que si j'écoute les gens, tout le monde me donnera son point de vue sur tout. Oui. Et le problème, c'est que beaucoup de gens passent à côté de ça dans leur vie.
Ils passent à côté de leur réussite parce qu'ils ont fait confiance à des gens autour d'eux, alors qu'en réalité, il est important d'aller par soi-même se renseigner. Cette industrie, elle existe depuis plus de 100 ans. C'est l'industrie qui est en train de faire les plus gros chiffres d'affaires au monde. Ça représente l'industrie du marketing de réseau 200 milliards aujourd'hui, avec pratiquement 10 sociétés cotées en bourse. Mais si on regarde juste 200 milliards, c'est quoi ? C'est plus que le cinéma, c'est plus que la musique, c'est plus que le jeu vidéo, et c'est plus que le monde de football réuni. Mais j'arrive encore à voir des gens se dire « Oh, c'est bizarre votre truc ». Mais est-ce que sincèrement, si on est un peu sérieux, est-ce que si je vois une industrie qui existe depuis 100 ans, qui génère des milliards et où je trouve plus de 40% des millionnaires tous les ans qui apparaissent sur la planète qui découlent de cette industrie, est-ce que ça mériterait peut-être que j'aille me dire, est-ce que ce que mes amis ou ma famille ou mes proches m'ont dit, je devrais le remettre en question ? Ouais. Enfin, j'invite tous ceux qui écoutent aujourd'hui à s'intéresser, à se dire, hey, c'est quoi cette industrie ? Parce que si je la connais pas, c'est que je passe peut-être à côté de quelque chose. Absolument. Voilà. Après, chacun, vous savez quoi ? Je veux surtout pas vous obliger à aller vous renseigner, mais ce que je peux vous dire, ça mérite vraiment d'aller jeter un œil, mais encore une fois, vous êt libre. Exactement. On peut coacher des politiques aussi ? Ah oui. Coacher des politiques, oui, bien sûr. Oui, parce que quand on voit le comportement de certains en ce moment, là... Ah ben je sais pas si réellement le comportement que j'observe au niveau des politiciens soit véritablement un bel exemple, parce que qu'est-ce qu'on apprend dans le marketing de réseau ? C'est que pour réussir, c'est toujours, la réussite va découler de la capacité à influencer les autres. Et pour influencer les autres, par nature, on va être capable de mener par l'exemple. Et quand je vois certains aujourd'hui agir d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est un bel exemple. Après, il y a plusieurs coachs, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines de coaching. Oui, tout à fait. On peut coacher des politiques comme des acteurs, d'ailleurs les plus grands politiques, hein, les présidents tous, ont des coachs. Hein. Oui, mais ils ont des coachs, par exemple, spécifiques. Par exemple, un président ou un ministre pourrait très bien avoir un coach en développement personnel. Oui. Mais par contre, ils ont d'autres coachs en communication. Oui. Par exemple, ils vont soigner leur communication d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le distinguo dans les coachs, parce qu'il y a des coachs spécialisés dans des domaines. Et je crois franchement qu'aujourd'hui, on réussit beaucoup mieux quand on a du spécifique. D'accord. Est-ce que tu fais aussi la PNL, la programmation neuro-linguistique ? C'est ma spécialité, je suis diplômé dans ce domaine. D'accord. PNL, c'est un groupe de rap. Exactement, c'est un groupe de rap. Mais programmation neurolinguistique, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est une série d'outils qui te permet de modifier ton état interne, émotionnel, ou de changer ton regard sur les situations. Mais ce sont de vrais outils. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de modifier votre corps, c'est de la PNL. Oui. Par exemple, l'art du questionnement et de se poser les bonnes questions. Alors, je vous donne une info tout à l'heure, parce que je l'ai pas dit. Les bonnes questions, c'est jamais avec un pourquoi. C'est toujours avec un qu'est-ce que, quoi, quand, où, comment. Imaginons qu'un truc se soit mal passé. La première chose que je vais me dire, c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement ? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je viens de dire ? On peut modifier même un souvenir, c'est-à-dire l'impact... Les souvenirs, oui, parce qu'après, ça passe par du conditionnement. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, si tu te répètes certaines affirmations, tu peux tout à fait reprogrammer ton cerveau. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut reprogrammer En fait, notre cerveau est basé sur des systèmes nerveux et des neuroconnexions. Et on peut créer de nouvelles neuroconnexions qui sont des autoroutes qui nous amènent immédiatement à des façons de penser ou d'agir. Et la moyenne, c'est j'ai entendu dire, entre 8 semaines et 300 jours. Il faut, minimum, c'est 8 semaines. Il faut que tu te répètes 8 semaines la même chose. Mais tu verras que les gens, quand ils veulent changer quelque chose, en général, ça dure 2 jours. Mais je vais revenir à la manipulation. C'est un peu dur à deux. Christophe, une fois qu'on maîtrise les outils de la PNL, il y a un fil très léger entre la manipulation et on peut forcément on a une force de persuasion qui devient très importante et limite et qui peut être perçue pour beaucoup comme de la manipulation. Anna, tu as tout à fait raison. Je vais même te dire mieux. Moi, j'incite tous ceux que j'accompagne à utiliser même des techniques d'influence. Pourquoi ? Je vais te poser juste une question simple. Est-ce que tu peux être certaine que quelque chose est bon si tu n'y as pas goûté ? Non. Non, hein ? Et comment on fait avec les enfants ? Est-ce qu'on les manipule pas ? Justement, arrête de lire dans mes pensées, tu es un manipulateur. Non, positif. Bien au contraire. Non, je voulais te dire, est-ce qu'il y a une mauvaise ou une bonne manipulation ? Bien sûr qu'il y a une mauvaise manipulation. Quand ça va... En fait, c'est très simple le distinguo. C'est que je manipule quand c'est pour moi.
Je manipule si l'autre n'y a pas d'intérêt à y gagner ou si c'est moi qui est gagnant. Si c'est pas gagnant-gagnant, c'est de la manipulation. Mais si ta relation, elle est gagnante-gagnante et que tu aides quelqu'un à découvrir quelque chose, regarde, prenons un exemple. C'est pour son bien. Genre, Christophe, je te manipule pour ton bien. Alors, je vous donne... Christophe Roy, je parle de toi. Ouais. Écoutez, je fais un exemple, mais alors que tout le monde peut identifier. Quand vous avez votre enfant et que vous lui donnez un pot bébé, vous n'êtes pas en train de lui dire, écoute mon chéri, prends ce pot, je sais que c'est dégueulasse, mais il faut que tu le bouffes. Ouais. Non, tu dis pas ça. Tu es en train de lui dire, ouvre le garage, allez, on rentre la Ferrari. C'est de la manipulation. Est-ce que... Mais j'appelle ça de l'influence plutôt. Merci en tout cas à cet invité. Merci beaucoup Anna. Mais on n'a plus le temps malheureusement pour continuer cet entretien. Très intéressant, somme toute. Merci beaucoup Anna, qu'on retrouvera jeudi prochain, qui sera de retour avec une personne qui a une histoire très particulière. C'est une franco-tunisienne qui a décidé d'aller vivre en Palestine, qui sera avec nous jeudi à 17h dans les rendez-vous d'Anna. Dans un instant, direction Marseille pour les municipales. Anna Guézard-Boicaz, son invité juste auparavant, le coach en MLM qui était avec nous sur France Maghreb 2. Tout de suite, eh bien, nous allons reprendre la direction des municipales, direction Marseille les amis. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et nous accueillons Mohamed Ben Saada du côté de Marseille. Bonjour Mohamed. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors nous partons du côté de Marseille. Mohamed Ben Saada, vous êtes tête de liste et candidat donc dans le 13e et 14e, hein ? C'est ça, le 7e secteur de Marseille, le nord de la ville. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord, comme je le fais à chaque fois, vous présenter auprès des auditeurs de France Maghreb 2 qui est Mohamed Ben Saada, un petit peu votre parcours, histoire de peut-être comprendre votre arrivée en politique ou essayer d'obtenir cette place que beaucoup de monde essaye de convoiter. Alors, je vais essayer, c'est un exercice relativement difficile en réalité, se présenter soi-même, mais bon. Donc, je suis Mohamed Ben Saada, je suis marié, père de 2 enfants, 2 filles. Je travaille comme manipulateur radio en électroradiologie médicale depuis 93-94, oui, donc j'ai 51 ans, bien clair. Et en dehors de mes activités professionnelles, je suis engagé sur le terrain du militantisme dans les quartiers populaires depuis plus de 20 ans. Je suis membre du collectif Quartier Nord, Quartier Fort. Je suis membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Ouais. Et je suis donc co-chef de file de la France Insoumise à Marseille. D'accord. Voilà, en gros, mon identité politique et militante. Alors, justement, votre candidature, je vois que il y a le mot écologiste dedans. Est-ce que vous êtes soutenu par un parti écologique ? Alors, donc, on en vient directement au vif du sujet. Hein, donc, je suis tête de liste de UNIR, Rassemblement Citoyen, Écologiste et Solidaire. UNIR, c'est le nom de la liste que vous conduisez, hein, je précise. UNIR avec un point d'exclamation, c'est le nom de la liste qu'on conduit effectivement. Donc, Rassemblement Citoyen, Écologiste et Solidaire. On est c'est un collectif de militants engagés soutenu par des entités politiques. La France Insoumise officiellement soutient cette démarche. Europe Écologie Les Verts, Debout Marseille Écolo Citoyen et le Pacte démocratique de Marseille, plus des tas de collectifs de quartiers comme les salariés de McDo Saint-Barthélemy. Oui. On en est où d'ailleurs par rapport à cette affaire, Monsieur Ben Saada, par rapport au McDo on avait relayé ça ici en direct à la radio. Ça en est là, c'est compliqué en ce moment, donc ils sont clairement dans l'éventualité de fermer le McDo. Bon, les salariés luttent encore. Hein. On a l'honneur, la fierté d'avoir parmi nos colistiers un membre des salariés du McDo Saint-Barthélemy. On a Kamel Gamari qui est soutien de notre liste. Et malheureusement, le McDo Saint-Barthélemy, là, il est en voie de fermeture. On est en train de discuter effectivement les indemnités de départ des salariés et la reconversion de ce site qui est plus qu'un McDo en réalité, parce que c'est un lieu de vie, un lieu de formation, un lieu de réinsertion de beaucoup de jeunes de quartier qui ont mis le pied à la vie active par le biais de ce restaurant de quartier et
77 emplois, c'est vraiment un désastre pour les quartiers environnants. Je profite, Monsieur Ben Saada, de votre justement lien avec le monde hospitalier et de la santé pour poser 2-3 petites questions sur le coronavirus. Est-ce qu'il faut en avoir peur, Monsieur Ben Saada? Moi, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, donc je vais pas vous dire de bêtises. Il faut en avoir peur, oui. Je pense qu'il faut quand même être relativement prudent par rapport à ce qui se passe, parce que bon, c'est quand même un peu plus virulent que la grippe. C'est un taux de mortalité d'environ 2,9%, alors que la grippe c'est 0,1% sur les sujets infectés. Donc oui, il faut prendre ses précautions. Après, il faut pas céder à la psychose. Il faut bien se laver les mains, éviter de se faire la bise en son moment. Bon, est-ce que le gouvernement, Monsieur Ben Saada, est-ce que le gouvernement justement fait suffisamment ou est à la hauteur dans la gestion de cette crise selon vous? Non, je crois pas. Ne serait-ce que le gap qu'il y a entre les effets d'annonce et la mise en place de la mise à disposition des masques et du matériel pour entre guillemets d'une part se laver les mains, être le plus propre possible les uns les autres et les espaces de confinement. Non, pour l'instant il est clairement pas à la hauteur. Ouais. Voilà. Alors revenons à votre programme. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est bien, vous entendez vouloir faire de Marseille des quartiers nord un exemple pour Marseille, alors qu'on peut dire que c'est pas franchement un exemple pour Marseille et les quartiers nord en ce moment. Le premier des exemples, nous on a disposé notre programme et on l'a fait reposer sur 3 urgences clairement distinctes, mais en réalité qui sont reliées par des thématiques transversales. On a mis en place donc une urgence démocratique, une urgence écologique et une urgence sociale. On commence surtout par l'urgence démocratique et effectivement l'exemplarité de ce qu'on veut, c'est refaire de Marseille un exemple démocratique, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui parce que notre ville est tout le temps secouée politiquement par des affaires, de clientélisme, de népotisme, d'affairisme. Ouais. Et on a besoin de renouveler politiquement le personnel et surtout faire par le biais d'une mise en place d'un programme d'éducation populaire, de la reconversion de la mairie de secteur du 13-14, la Bastille Saint-Joseph, que nous voulons transformer en maison du citoyen et de la démocratie. On veut vraiment remettre en place le citoyen au cœur de l'action politique et de la décision politique. Ouais. Ça, pour l'instant, ça c'est loin d'être le cas. Et je crois que ça commence par cet exemple-là. Ce qui est frappant, Monsieur Bensa, c'est ce qui est frappant quand on va à Marseille et quand on va dans les quartiers nord, on a l'impression finalement que c'est un quartier à part. Les transports s'arrêtent à la limite des quartiers nord. Il n'y a rien qui est proposé, fait pour les habitants de ces quartiers. C'est vraiment très isolé. Qui plus est, voilà, il y a des petites collines avec des petits bâtiments. Voilà, c'est très particulier dans la manière dont ça a été construit et imaginé à l'époque. En fait, la vraie difficulté, c'est de considérer que Marseille est une ville pauvre. Alors, c'est une ville qui est peut-être pauvre, mais c'est surtout une ville qui est extrêmement inégalitaire. Cette inégalité, elle repose surtout sur le fait que les politiques successives, notamment les mandats de Jean-Claude Godin, ont fait que effectivement il y a une fracture qui est quasiment territoriale, topographique, qui est frappante. C'est-à-dire qu'au-delà du périmètre euro-méditerranéen qui englobe l'hypercentre et qui va un petit peu plus au-dessus de la Joliette, effectivement tout le reste en termes d'infrastructure, en termes de transport, en termes de santé, en termes de culture, en termes d'éducation, est laissé quasiment à l'abandon, notamment le parc social. Ça se double d'une autre forme de discrimination parce qu'on joue avec la loi. Monsieur Godin dit qu'il respecte la loi SRU, c'est-à-dire le pourcentage d'habitat social dans la commune. Alors il respecte la loi, sauf que l'habitat social il est quasi exclusivement concentré que sur 3 secteurs, c'est-à-dire sur le 13-14, 15-16 et sur le 2-3. Et donc en réalité, toutes les problématiques sociales et sociétales sont concentrées sur ces secteurs-là, notamment dans le 13-14, où effectivement on a des taux d'habitat sociaux qui sont extrêmement élevés, avec bien sûr tous les problèmes de précarité, de promiscuité, d'insalubrité, de chômage, etc., qui se rajoutent à ces territoires-là. Alors il y a aussi un gros problème aussi qui touche Marseille, mais pas seulement Marseille, mais quand on est à Marseille, on en parle, c'est la saleté. C'est une ville sale, dans beaucoup de quartiers en tout cas.
Et donc, au niveau de la propreté, c'est très 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 mal géré. Ouais. Très très mal géré. Alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'on redevienne une ville propre. Alors moi, j'aime pas dire que Marseille est sale, parce que je la trouve pas plus sale que d'autres villes. C'est juste que y a des choses qui sont pas entretenues comme il faut. On va dire que c'est pas très propre quand même. Pardon ? Si vous préférez, on va dire que c'est pas très propre alors. Si vous voulez, là, on joue avec les mots. Oui. Mais en tout cas, oui, il y a un gros travail sur la propreté à faire. La façon dont on gère la voirie, la façon dont on lutte contre l'ensemble des nuisibles, effectivement, hein, les rats, les cafards, les punaises de lit. Tout ça, il y a à remettre une régie ou en tout cas un service d'hygiène et de sécurité qui s'occupe beaucoup plus efficacement de ces problématiques-là, qui sont quand même, j'ai raison de parler de ça, une des thématiques centrales dans les préoccupations des Marseillais, je suppose des Français. Hein. C'est vrai que, Monsieur Ben Saada, comment faire pour que Marseille redevienne, elle l'est déjà bien sûr, mais devienne une grande ville? Marseille est une grande ville. Je crois qu'il faut déjà avoir confiance dans la population qui habite Marseille, les Marseillaises et les Marseillais. Quand on habite Marseille, au bout de 2 jours, c'est quasiment un acte de foi. On peut devenir Marseillais quasi instantanément. On tombe amoureux de cette ville. Moi, j'adore, j'aime cette ville parce qu'elle est belle, parce qu'elle est surtout, il faut l'aimer telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est une ville avec toute sa gouaille, son côté populaire, son côté ouvrier. Et c'est vrai que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on essaie de nous vendre une ville dont on veut défigurer l'identité. Mais non, Marseille est tournée vers la Méditerranée, est tournée vers l'Afrique. C'est son passé d'appartenance à l'arc occitan qu'il faut remettre en avant. Non, il faut juste aimer Marseille telle qu'elle est et faire en sorte que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais se sentent acteurs et participants au projet qu'on est en train de effectuer. Or, depuis 30 ans, il y a toute une partie de la population qui est discriminée et reléguée socialement. Que vous disent les personnes que vous rencontrez sur le terrain dans votre secteur 13e et 14e arrondissement? Quelles sont les priorités, les attentes des habitants de votre secteur, monsieur Ben Saada? La propreté, le logement, l'emploi, évidemment, c'est au cœur de toutes les discussions. On est frappé par des taux de chômage qui sont catastrophiques, notamment pour nos jeunes. Alors qu'on a de véritables atouts et qu'on a la possibilité, alors pas en tant que mairie de secteur, mais en tout cas en tant qu'élu animateur, en tant qu'élu militant, parce que ça c'est un concept auquel on tient dans la liste Unir, on sera des militants élus et des élus militants, pour interpeller les pouvoirs publics, les décideurs, pour retrouver cette souveraineté économique qui manque à nos quartiers. On a des atouts, hein, on a la technopole de Château-Gombert, on a apparemment dans plusieurs programmes la possibilité éventuelle d'installer à Marseille une cité de la transition écologique, qui serait un institut de formation et de recherche à la fois. Et ça créerait des milliers et des milliers d'emplois, en fait, directs et indirects, plus la technopole Château-Gombert qui existe déjà et qu'il faut réintégrer à nos territoires. Et ces atouts-là, ils feront faire profiter les habitants de nos quartiers et reconnecter effectivement les habitants de ces quartiers-là avec le potentiel économique qui est déjà existant, mais qu'on ne mobilise pas jusqu'à aujourd'hui parce que effectivement, on s'y intéresse pas. Nous, on est vraiment au cœur de ce 13e et 14e arrondissement, et on a des solutions pour que déjà retrouver un petit peu de souveraineté économique, retrouver un petit peu de beauté, parce qu'il faut revégétaliser, il faut essayer de repenser les transports. Vous parlez dans votre préambule de la question des transports, c'est juste hallucinant, parce qu'en réalité, il y a des transports, mais ne serait-ce que sur la façon dont la structure de la desserte est organisée, c'est cacophonique. Donc du coup, on se retrouve pour passer d'un quartier à l'autre qui sont séparés d'1 kilomètre à faire 3-4 correspondances. Et ça, logique. Et ça, il y a des solutions pour remettre à plat relativement facilement ces problèmes-là. Question très importante au vu de ce qui s'est passé à Marseille, de ces bâtiments qui se sont écroulés, tout le monde s'en souvient. Est-ce que il y a eu une prise de conscience par les personnes en question, par la mairie de Marseille, concernant de faire un point, un état des lieux sur les bâtiments qui sont fragilisés? Non, clairement non. Ils réagissent au fil de l'eau, mais au-delà même de cette indifférence qui caractérise l'équipe municipale de Gaudin, il y a quand même surtout un degré d'incompétence rarement atteint dans l'histoire. Hein. Je sais pas des municipalités, c'est à peine croyable ce qui se passe en termes de gestion, ne serait-ce que des délogés. On a eu des gens qui ont été
brinque-ballé d'hôtel en hôtel pendant des mois et des mois. Et il y en a encore qui sont à l'hôtel alors que il y a plus d'un an. Et là-dessus, il y a un audit, il y a effectivement la charte de relogement à appliquer, il y a le permis de louer qu'il faut absolument mettre en place parce que on a aussi, nous, sur notre secteur, plus que l'habitat indigne, des problèmes de copropriété dégradée qui se dégradent de plus en plus. Et là-dessus, il y a des leviers à actionner pour solutionner tout ça. Ne serait-ce que ces 40 000 logements indignes qu'il faut auditer, quoi. Votre secteur est concerné justement par ces logements qui sont concernés justement par ces différentes problématiques. On n'a pas tout à fait le même type d'habitat que les immeubles qui se sont effondrés en centre-ville. Ouais. Mais je vous dis, nous, on a plusieurs copropriétés dégradées qui sont juste qui ont dépassé le stade de l'insalubrité et qui sont frappées d'arrêtés de péril imminent, etc., etc. Et là-dessus, il y a des moyens à actionner, il y a des choses à mettre en place. Et je pense que ça va même au-delà de la responsabilité de la ville et de la municipalité. Je crois que l'État français devrait se préoccuper et être interpellé. Nous, on le fait en tant que militants, en tant qu'élus, on continuera à le faire parce qu'on peut pas départir de cette responsabilité. Mohamed Ben Salah est avec nous en direct sur France Maghreb 2, candidat. Il conduit la liste UNIR dans le 13e et 14e arrondissement de Marseille. Alors vous proposez dans votre programme aux élus de ne pas faire plus de 2 mandats. Est-ce que vous appliquez la règle à vous-même aussi ? Évidemment, monsieur. Évidemment, si on fait une proposition, on est quasiment tous signataires de la charte anticorps et de la charte des élus. Évidemment qu'on se l'applique à nous-mêmes. À partir du moment où vous êtes élu une première fois, je pense que 2 mandats, ça suffit largement. Alors, après, il y a des discussions pour savoir si c'est 2 mandats cumulés ou 2 mandats successifs. Donc ça, c'est des discussions. Mais oui, bien sûr qu'on se l'applique, c'est évident. Je crois que au bout d'un moment, l'exercice du pouvoir use et on perd de cette fraîcheur, de cette volonté. Donc on se voit pas tous, autant qu'on est les 48 colistiers, faire des carrières de caciques d'élus sur 30-40 ans. Non, il n'y aura pas de Balkany chez nous. Très bien. Alors, quelle sera votre première décision importante, Mohamed Ben Saada, si vous accédez à la mairie de secteur du 13e et 14e le 22 mars prochain? Alors, la première, c'est une action hautement symbolique, c'est de transformer la mairie de secteur en maison de la démocratie et du citoyen. Ça veut dire que tout de suite, on va mettre en place avec les CIQ, avec les associations, avec les citoyens engagés, la possibilité d'avoir des délibérés 15 jours avant et des débriefs 15 jours après les conseils d'arrondissement pour pouvoir établir ensemble justement les ordres du jour et dégager les axes prioritaires qui correspondent directement aux préoccupations imminentes des habitants, des citoyennes du 13e, du 14e arrondissement. Ça, c'est la première des décisions qu'on prendra. Ensuite, effectivement, on mettra en place des conseils d'implication citoyenne qui se reposeront effectivement sur le préexistant, mais avec plus de pouvoir décisionnaire octroyé aux habitants. Alors, nous, dans notre programme, on a aussi la possibilité d'avoir le recours au référendum local, toujours par le biais de pétitions. Il suffira juste de réunir 2,5% de la population inscrite sur les listes électorales et on pourra entamer ça, parce que ça, c'est une demande démocratique ultra importante. Alors, monsieur Ben Saada, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre programme et que je trouve très bien et que j'ai jamais vu dans aucun des programmes, à travers notamment le nom des rues, des monuments. C'est justement permettre de souvenir à nos anciens, aux jeunes disparus injustement, tels que Lawari Ben Mohamed par exemple, et il y en a évidemment bien d'autres. Vous prévoyez de changer de nom, de donner des noms justement à des personnes qui ont eu un rôle clé ou qui sont morts dans de tragiques circonstances? Alors je vous disais que nous sommes des militants et donc en tant qu'élus, on sera des militants élus. Ce sont des causes qui sont en fait entre guillemets liées à la mémoire de ces quartiers-là. Évidemment que la revendication des habitants des Flamands concernant Lawari Ben Mohamed ou un autre cas beaucoup plus connu, celui d'Ibrahim Ali, qui est pas sur notre secteur, mais sur lequel on militera aussi pour qu'il y ait au moins une rue qui soit attribuée à ce nom. Mais je vais élargir la perspective, Christophe. En réalité, il faut que nos rues rappellent l'histoire des habitants. Ça veut dire que on se bat, nous, dans nos quartiers, pour que cette mémoire-là, qui est une mémoire douloureuse,
soient reconnus, parce que effectivement ces jeunes qui meurent parfois 2 fois, eux et leur famille, une première fois physiquement, une deuxième fois symboliquement. Donc le fait de rappeler cette mémoire douloureuse, ça permet peut-être aux habitants des quartiers de se reconnaître encore plus comme étant à part entière citoyens de ces quartiers-là. Mais ce que je vous disais sur le 14e, avec effectivement le fait de renommer des rues Lawari Ben Mohamed ou Ibrahim Ali. Sa nièce est chroniqueuse chez nous, Monsieur Ben Saada. Faiza Ben Mohamed est chronique. Je disais Faiza Ben Mohamed, qui est la nièce de Lawari Ben Mohamed, est chroniqueuse dans le Grand Forum. Ah, je savais pas, mais voilà. Donc oui, évidemment, pour nous, c'est extrêmement important. Hier, on était au Flamand. On a croisé Madame Ben Mohamed. Donc voilà, c'est donc des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Mais je vous disais, en réalité, il faut juste reconnecter les habitants avec leur histoire, avec leur mémoire, douloureuse ou heureuse. Ce qu'on fait sur le 14e arrondissement pour la mémoire des disparus, de ces jeunes disparus, on le fera aussi à Château-Gombert pour les demandes qui seront faites, parce qu'effectivement, il y a des nouveaux quartiers qui se construisent. Et il faudra éviter que ces quartiers-là aussi soient complètement privés de leur mémoire. Donc voilà. Très bien. En tout cas, bravo. Bravo pour l'idée et merci de le faire si vous êtes en tout cas élu demain, ce qu'on vous souhaite. Monsieur Ben Saada, il y a aussi un autre problème qui gangrène un peu Marseille, c'est la gestion des mosquées. C'est une véritable catastrophe. Les musulmans sont un petit peu pris en otage par rapport à plein de choses, des associations, des personnes, ils se battent entre eux. Qu'est-ce que vous entrevoyez de faire, vous, dans votre secteur ? Sur la gestion des mosquées, je pense que là-dessus, il faut surtout retrouver de la sérénité. Oui, ça, on en a bien besoin. Voilà, parce que je crois qu'il y a tout un tas de fantasmes qui se mettent en place, des accusations de communautarisme, etc., des accusations de pilotage par l'étranger. Moi, je rappelle juste que plus de 80% des budgets qui sont consacrés à la construction des édifices musulmans en France le sont par le biais de la contribution des fidèles. Donc déjà, cette participation financière des fidèles eux-mêmes devrait enlever à nos concitoyens non musulmans cette espèce d'inquiétude quasi existentielle concernant les histoires de communautarisme ou de pilotage par l'étranger de ces constructions-là. Moi, je crois que je milite pour la dignité pour tout le monde. Je crois que en réalité, l'égalité, elle doit être effective et réelle. Et les musulmans, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les bouddhistes, comme les athées, doivent croire ou ne pas croire de façon digne et pratiquer leur culte ou leur non-culte de façon complètement digne et protégée. C'est ça la laïcité. Donc nous, on aura un dialogue apaisé, serein avec les associations qui gèrent ces lieux de culte. Et on fera en sorte que les gens prient pas dans l'humidité, prient pas dans le froid, prient pas dans la boue. Ouais. C'est ce qu'on essaiera de faire, mais de la même manière que si on est interpellé par toute autre communauté, quoi. Allez, pour terminer, Monsieur Ben Saada, comme il est proposé à tous les candidats qui passent à ce micro, vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants du 13e et 14e arrondissement de Marseille pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain il faut voter pour Mohamed Ben Saada et la liste Unir. À vous de jouer. Alors, il faut surtout voter pour la liste Unir et pour les 48 colistiers de cette liste, parce que ce sont des militants de terrain engagés, des citoyens. Effectivement, nous sommes soutenus par la France Insoumise, par Europe Écologie Les Verts et par le Pacte démocratique. Mais c'est surtout des habitants, vos voisins, vos amis, votre famille qui se présentent et qui effectivement veulent reprendre les rênes du pouvoir qui nous a si longtemps été dépossédé dans ces quartiers-là. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés par des affections de la politique et que, en réalité, ne pas voter ou s'abstenir, c'est vraiment faire le jeu du système qui est déjà en place et qui conduit à cette désaffection. Donc, si vous voulez vraiment changer les choses une bonne fois pour toutes, il faut voter pour notre liste parce qu'avec nous, vous pourrez venir toquer dans nos portes. Il y aura toujours un interlocuteur. Et comme il est prévu dans notre programme, ce n'est pas nous qui dirigeons cette mairie, ce n'est pas nous qui dirigeons votre quotidien, ce sont les habitants, les associations, les citoyens du 13e et 14e arrondissement. Donc si vous votez pour Unir, et vous voterez pour Unir, vous voterez pour vous, pour vos personnes âgées, pour vos enfants et pour l'ensemble des habitants du 13e et 14e. Mohamed Ben Saada, merci de vous être présenté à nous, aux électeurs, aux auditeurs de Marseille, en particulier du 13e et 14e arrondissement. Bonne chance pour cette élection, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.